Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Cette nuit, on a les élections américaines de mi-mandat, les mi-termes. On se dit quoi? On se fait de la politique à la petite semaine en se disant, oh là là, est-ce que la majorité au Congrès va basculer cette nuit? Est-ce qu'on va avoir des bras de fer budgétaires? C'est des sujets, les shutdowns. On sait bien que ça peut entraîner parfois pas des tempêtes, mais en tout cas des dégâts financiers. Est-ce qu'on se dit qu'une victoire républicaine, ça serait une bonne chose peut-être pour les marchés qui aiment bien parfois le statu quo? On se dit qu'il y a plus grave aux États-Unis en ce moment. Il y a l'immédiat qui est... il vaudrait mieux pour le bon fonctionnement des États-Unis qu'il n'y ait pas une impasse, c'est-à-dire que les républicains ne gagnent pas et la Chambre et le Sénat. Je suis de ceux qui souhaiteraient qu'ils ne gagnent évidemment ni l'une ni l'autre, mais au fond le problème est beaucoup, beaucoup plus sérieux. Quand je me demande rétrospectivement, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible? Pas la chute du communisme, on ne savait pas quand, mais on savait bien qu'il y avait un risque. Pas le retour de la guerre, on ne savait pas quand ça pouvait arriver. Mais il y a une chose qui me paraissait inconcevable, c'était de penser que la démocratie américaine pouvait être un jour menacée. Ça, c'était hors de l'équation. Menacée par quoi? Menacée par l'évolution actuelle des États-Unis, qui fait que vous avez... C'est un pays qui est polarisé, il y a deux Amériques. Il y a deux choses. Il y a deux Amériques, c'est-à-dire d'un côté une droite de plus en plus à droite, portée par des credos religieux de plus en plus fanatiques, portée par le complotisme, portée par le fait quand même qu'une bonne partie des électeurs républicains croient encore que l'élection a été truquée, et une Amérique d'extrême gauche, portée par le wokisme, l'incapacité d'avoir des relations de sexe à sexe à peu près normales, donc une polarisation idéologique comme on n'en a jamais connue. Polarisation géographique, c'est-à-dire l'Amérique que vous et moi nous aimons bien, c'est pas l'Amérique. C'est la côte Est, la côte Ouest et les lacs. Le reste du pays, ce sont des endroits où vous ne resteriez pas 15 jours. Et puis derrière, il y a un problème qui est institutionnel, c'est-à-dire l'existence d'une Cour suprême totalement dans la main de la droite extrême, d'une Cour suprême qui risque de valider ce qui va se produire dans nombre d'États, c'est que le contrôle des élections sera effectué au niveau de chaque État, y compris pour les élections fédérales, sans vérification fédérale. Il y a de bonnes chances que la Cour suprême valide ça. Donc ça ouvre la voie. Ça ouvre la voie à des atteintes profondes à la démocratie, étant entendu que nombre des États ont inventer des règles destinées à l'évidence, à empêcher les minorités ou les gens modestes de voter. Des horaires stricts, des problèmes sur la manière de prouver son identité. Donc il y a une espèce de dérive sociologique, politique et institutionnelle qui est extrêmement inquiétante. Et si, par malheur, Trump était réélu, alors on verrait ce que c'est que le Trump d'un deuxième mandat quand on se souvient de ce qu'a été déjà sur le plan erratique, sur le plan de la politique étrangère. Il a mis fin à l'article 5 de l'OTAN, dont maintenant on mesure quand même ce qu'il signifie, sur le plan du respect des institutions. Quand même, vous avez vu les images du 6 janvier, vous avez vu quand même ce moment où il veut aller au Capitole, prendre la tête des manifestants, et ce sont les types du service secret qui ont autorité sur le président, il ne faut jamais l'oublier, pour le protéger, qui disent non. Bon, c'est donc une situation angoissante. Et qui mène, pardon, pour penser aux conséquences économiques, parce que ça en est. Non, les conséquences économiques, on ne peut pas les voir. Non, c'est pas parce que le pays, d'abord, les républicains de Trump étaient protectionnistes et les démocrates de Biden le sont relativement aussi. La polarisation sur la bataille avec la Chine existe des deux côtés. En revanche, pour nous, Européens, les choses sont extrêmement différentes. Je ne suis pas sûr que la présence à la Maison-Blanche ou le retour à la Maison-Blanche de ce bon ami de M. Poutine qu'est Trump soit exactement ce qu'on peut souhaiter. Ouais.
Autre sujet dans l'actualité, Alain Minc, il y a l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, dans son dernier rapport, qui nous dit que l'Europe risque surtout de manquer de gaz, non pas cet hiver, mais l'hiver d'après, 2023-2024. On se dit que c'est rassurant, puisque ça veut dire que le danger s'éloigne à court terme, là, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, où on se dit qu'on verra bien où on en sera avec la Russie dans un an. Écoutez, j'arrive pas à croire à cela. Je vais vous dire pourquoi. Croire à quoi qu'on manquera de gaz. Je vais vous dire pourquoi. Cet hiver ou le prochain? L'adaptabilité de nos sociétés et de nos systèmes est impressionnante. Le gaz russe représentait 41% de la consommation de gaz à l'intérieur de l'Union européenne le 25 février. Vous savez quel est le chiffre aujourd'hui? Moins de 10%. Nettement moins de 10%. On va arriver bientôt vers les 5 ou 6%. Vous vous rendez compte ce que ça représente comme capacité d'adaptation en 9 mois? On a pris le GNL américain parce que les Chinois n'étaient pas là aussi. Non, mais on il y a a 25 explications techniques. J'ai aucune idée sur, en réalité, le prix du gaz. Mais j'ai du mal à imaginer que nous manquions de gaz. C'est la flexibilité de ce marché, la capacité de bouger, la manière dont on l'a déjà fait tente à me faire penser que c'est une prévision qui est destinée à être salutaire pour provoquer des effets contraires. Le prix, je n'en sais rien. Et le prix joue? Parce qu'en fonction du prix, il y a des changements de Mais comportement. Oui, on parle de sobriété énergétique, mais vous avez vu la consommation. Vous avez vu que, alors c'est vrai qu'il a fait un temps merveilleux, que l'été indien a été notre allié, mais notre consommation de gaz au mois d'octobre a baissé de 30%. Bien au-delà de ce dont on a Bien au-delà de tout ce qu'on avait imaginé. Quelle leçon, Alain Minc, vous retenez de cette tempête financière qui a frappé le gouvernement de Liz Truss et son mini-budget très irresponsable maintenant, on peut le dire, et même dès le début. On rappelle la Banque centrale anglaise, les autorités macro-prudentielles qui ont dû intervenir en achetant notamment des obligations souveraines britanniques. Il faut quand même se rendre compte qu'en quelques jours, en quelques heures, on a pris un point de pourcentage. C'est une violence inouïe. Quelle leçon on en retient? Est-ce que c'est une tempête qui pourrait se reproduire ailleurs? Écoutez, d'abord, il y a plusieurs leçons à tirer de cette aventure. D'abord, il y a un merveilleux clin d'œil de l'histoire, c'est-à-dire que les marchés se sont débarrassés de la chef de gouvernement européen qui était la plus pro-marché. Donc les marchés ne sont pas dupes de leurs idéologues quand ces idéologues n'ont pas de bon sens. Donc c'est assez rassurant, mais il faut voir quand même que les économistes, par exemple, des insoumis, devraient se dire que si les marchés arrivent à se débarrasser de gens qui leur sont sympathiques aussi vite, ils se débarrasseraient en un quart de seconde de gens qui leur sont profondément antipathiques, comme le sont nécessairement les économistes d'extrême gauche. Un gouvernement peut se passer des marchés. Après, ce qu'il faut juste, c'est ne plus avoir à emprunter sur les marchés. Non, on ne peut pas se passer des marchés. Attendez, on ne peut pas se passer des marchés quand on a fini de vivre sur les recettes budgétaires au début de l'été et qu'on a un déficit. Non, mais donc, ou alors, ça veut dire, ça veut dire avoir un déficit zéro. Non, mais d'accord. Je pense que vous serez au-delà même de la maison de retraite, même vous qui êtes plus jeune que moi, quand ça arrivera. On est quand même... La France n'a pas connu depuis la fin des années 70 d'équilibre budgétaire. Je crois que c'est 74, pour être précis. 74, probablement. Donc vous avez tout à fait raison. Bon, alors après, il y a une deuxième leçon à tirer de cet épisode, c'est... Heureusement que ça s'est passé à l'intérieur du périmètre d'une petite monnaie, car la livre est une petite monnaie désormais. Mais une tempête comme ça sur une des grandes monnaies, que le dollar ou l'euro, aurait eu des conséquences qui nous auraient rappelé la crise financière. Est-ce que c'est imaginable ou est-ce que c'est de la science-fiction? Quand on a eu une crise financière telle que, crise bancaire d'ailleurs, plus que financière, le système a failli sauter, on ne peut plus jamais dire jamais. Hein. Il y a eu un week-end, qui est le week-end où l'Eurogroupe s'est réuni en présence de Gordon Brown, à l'initiative de Nicolas Sarkozy, où on pouvait penser que si les choses se passaient mal, le système sautait le lundi. C'est-à-dire que le système sautait, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que fuite devant la monnaie, demande de retrait dans les banques,
positionnement de flics devant les banques pour empêcher les retraits, blocage de la capacité de retrait, toutes choses inimaginables dans des pays développés. On a été 1 millimètre de cela. Tout ça à cause des Américains qui ont lâché les Lehman Brothers. Non mais il faut dire que le point de départ, c'est quand même le choix d'ailleurs. Oui, d'accord, mais le résultat, bien sûr, les Américains ont lâché les Lehman Brothers parce qu'ils ont sous-estimé les conséquences de cette faillite. Depuis, les autorités, que ce soit les gouvernements et les banques centrales, ont fait le boulot. Aujourd'hui, il n'y a plus de risque bancaire. On a transformé, grosso modo, les banques en service public de l'argent. C'est-à-dire qu'on leur a imposé des besoins de fonds propres tellement élevés qu'ils ont la rentabilité d'une compagnie d'électricité privée dont la rentabilité est encadrée par le régulateur. Donc le risque de crise bancaire me paraît pour l'instant exclu. Vous pouvez avoir des crises dans ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire tout ce qui est financement en dehors du système bancaire qui est régulé. Mais on peut penser qu'aucune crise du shadow banking ne peut déboucher par effet de contagion sur une crise bancaire de l'ampleur de celle qu'on a connue. Donc je crois qu'on peut avoir des hauts et des bas boursiers, comme on en a eu, mais un phénomène d'une nature aussi particulière qu'en 2008, à vue de quelques années, je n'y crois pas. Mais je serais peut-être démenti demain par les faits. Le président de la République qui a mis en garde, on reste dans le sujet des banques, même si là pour le coup ce sont les banques centrales, qui a mis en garde contre ceux qui voudraient briser, je le cite, la demande européenne pour mieux contenir l'inflation. Évidemment, le président ciblait la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a compris que la stratégie implicite de la BCE, même des autres banques centrales, c'est de provoquer, d'accepter une récession pour calmer l'inflation. Et certains se disent, mais c'est discutable comme stratégie, ou est-ce qu'on se dit c'est le prix à payer pour maîtriser cette inflation? Il faut accepter une récession. Il n'y a pas d'autre alternative. Je pense qu'il y a une différence de nature entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, il y a une inflation par la demande. Ne serait-ce que parce qu'elle a été alimentée par les 2 gigantesques plans Biden, qui feront beaucoup pour l'amélioration de la productivité américaine. Et une inflation par la demande, vous devez casser la demande, donc vous devez augmenter les taux. En Europe, la situation est tout à fait différente. Il n'y a pas d'inflation par la demande. Il y a une inflation par la hausse d'un certain nombre de coûts, et une grande partie étant liée aux conséquences du conflit ukrainien. Vous pourriez dire, mais dans ce cas-là, la BCE n'aurait pas dû augmenter les taux. Parce que c'est pas en augmentant les taux que le prix du baril a baissé. Non, mais le problème, c'est que dans la doxa des marchés, quand il y a de l'inflation et qu'une banque centrale n'augmente pas les taux, elle perd son crédit. C'est absurde, mais c'est comme ça. Et donc je pense que la BCE, d'une certaine façon, augmente les taux parce qu'elle y est obligée par l'idéologie qui prévaut dans les marchés. Je pense qu'en plus, c'est une BCE qui est gouvernée pas par un banquier aussi internationalement reconnu que l'était Mario Draghi. Je ne sais pas s'il aurait augmenté autant les taux, mais Christine Lagarde, qui n'a pas sur les marchés la position de Mario Draghi, n'a malheureusement pas le choix. Ouais, mais il n'y a pas le choix aussi, encore une fois, pour éteindre et calmer cette inflation, il faut accepter une récession, même si socialement, politiquement, c'est discutable. Non, il y a 2 aspects. La vraie question... Sachant que Christine Lagarde dit même que même une récession ne serait pas suffisante pour éteindre l'inflation. Non, il y a 2 sujets. Nous nous en tirerons si l'engrenage prix-salaire ne se met pas en place. C'est-à-dire que si les salaires, tout en étant augmentés, arrivent à être contenus, sont augmentés avec des mécanismes temporaires, comme des primes, et qu'on n'est pas dans l'indexation de fait qu'on a connue, l'inflation baissera. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des facteurs inflationnistes sont des facteurs exogènes. D'ailleurs, on le voit déjà. Regardez le prix du fret. Le prix du fret, il a été divisé par 3, par 4, et ça va continuer quand les porte-conteneurs en construction en Corée vont sortir et naviguer. La réouverture des exportations ukrainiennes a fait baisser le prix du blé, le prix des farines. Le prix du gaz, quand on sera sorti de cette séquence délicate, il finira par baisser. Donc, les facteurs actuels de l'inflation finiront par baisser. La seule question, c'est
est-ce que nous aurons la sagesse collective d'éviter l'engrenage prix-salaire? Je l'espère, mais j'en suis pas sûr. De ce point de vue, la politique macroéconomique du gouvernement a été extrêmement subtile. Le fait de faire le bouclier... Quitte à nous lester de déficit et de dette, parce que finalement, on a transformé cette inflation en dette. Il est plus important de bloquer l'inflation à 5, comme ça a été fait avec le bouclier, alors que tous nos partenaires sont à 9 ou 10, pour 2 raisons. D'abord, c'est une dévaluation compétitive que nous nous sommes offertes. C'est-à-dire, mais c'est très important, c'est-à-dire que en termes de... Mais bon. Mais chacun se débrouille à l'intérieur. L'Europe, c'est une coopération concurrentielle. Enfin, c'est pas quand même une assemblée de bisounours. Il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Donc, on a amélioré la position de la compétitivité de l'économie française. Puisque les salaires augmentent moins vite. Parce que les salaires augmentent de 5, alors que chez nos concurrents, ils vont augmenter de 9. Ça fait 4 points. C'est beaucoup, 4 points. Rappelez-vous du temps où d'aucuns voulaient augmenter la TVA pour faire une espèce de dévaluation compétitive de 1 ou 2%. Donc ça, c'est intelligent. Deuxièmement, si ça brise ou si ça empêche l'engrenage prix-salaire dans des proportions massives, le fait que ça coûte quelques dizaines de milliards d'endettement supplémentaires est tolérable, au point où on en est d'ailleurs. Juste, on n'a pas évoqué le conflit en Ukraine, en lien avec le gaz, quand on parlait du gaz, etc. Quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas se projeter, on se dit c'est l'incertitude maximale, on ne sait pas comment tout ça va se terminer, il y a tous les scénarios qui sont envisageables. Moi, j'étais convaincu de quelque chose, mais je ne le suis plus. C'est-à-dire, j'ai cru qu'il y aurait une stabilisation de la ligne de front et que nous irions vers une situation telle qu'elle existe à Chypre. N'oubliez pas que les Turcs ont envahi Chypre il y a 48 ans, qu'ils occupent un tiers de Chypre et que rien ne s'est passé. Il n'y a eu ni accord, ni négociation, ni reconnaissance internationale. Ça supposait un équilibre des forces entre les Ukrainiens et les Russes. Ce n'était pas un souhait que je formulais, c'était une espèce de pronostic. L'incroyable médiocrité militaire russe fait que ça n'est pas certain. Cela dit, les États-Unis gèrent cette guerre avec beaucoup de précautions et beaucoup de soins. Les armes à 400 ou 350 km de portée dont ils ont doté les Ukrainiens, vous en avez vu tirer des obus à l'intérieur de la Russie ou en Crimée? Je veux dire, il y a une double clé. Et donc les États-Unis donnent les moyens aux Ukrainiens de se défendre, et c'est normal, et c'est l'honneur des États-Unis et des autres de le faire, mais d'une certaine façon empêche peut-être les Ukrainiens d'aller jusqu'à un degré de victoire qui pourrait créer le risque d'une réaction russe sous forme d'une bombe nucléaire tactique. C'est un subtil équilibre quand même. Mais c'est très subtil et je trouve que là, cette administration américaine... Mais ça pourrait changer, encore une fois, on revient au midterm. Non, mais pendant 2 ans, non. Dieu merci, la politique étrangère sur ce genre de décision est dans la main du président. Mais dans 2 ans... Il n'y aura pas des crédits qui mais dans 2 ans... Non, mais ils se débrouilleront. En plus, vous avez quand même une partie des républicains qui est très anti-russe. Le plus pro-russe des républicains s'appelle Trump, pour des raisons qui sont assez faciles à comprendre. On finit là-dessus juste, le véritable risque européen, c'est le décrochage technologique, industriel et économique qui laisserait le champ libre aux États-Unis et à la Chine. C'est Bruno Le Maire qui nous dit ça, il a raison. On a aujourd'hui une industrie européenne qui est en danger, notamment on reboucle avec les prix de l'énergie, beaucoup plus élevés qu'en Asie, beaucoup plus élevés qu'aux États-Unis, et ces subventions massives, parce que le sujet qu'on a aussi avec Thierry Breton, lié à l'Inflation Reduction Act américain de Biden. Non, mais lui... comme Thierry Breton, ont raison de pointer la distorsion de compétition que les Américains essayent d'établir à leur profit. Donc ce qu'ils disent est juste. Mais pour terminer sur une note positive, je vais vous proposer l'exercice suivant. Vous imaginez une carte du monde dont disparaît un instant de déraison la côte ouest des États-Unis. Et vous prenez cette carte avec ce trou-là et vous dites quel est l'endroit où il y a le plus de groupes capitalistes, le plus d'entrepreneurs capitalistes de rang mondial. Et vous découvrez la petite France. Et oui. C'est-à-dire que le tonus entrepreneurial au plus haut niveau qu'il y a eu en France depuis 15 ou 20 ans, si vous faites abstraction de la Silicon Valley et des GAFA, fait que nous avons
les meilleurs entrepreneurs capitalistes. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit, quand on pratique l'autodérision, si typiquement française, et l'autocritique, que l'économie française, c'est à la fois le meilleur et le pire. Bon, le meilleur et le pire, ça sera le mot de la fin. Et dans le pire, vous mettez évidemment les déficits, vous mettez, vous mettez beaucoup de choses, j'imagine. Oui, ça, vous me réinviterez pour qu'on parle du pire. Avec grand plaisir. Merci d'être passé nous voir, d'avoir été avec nous. Donc, Alain Minc, invité de la grande interview sur Boursorama. Merci, au revoir. Merci.